Un dimanche pluvieux d'août, nous allons trouver Israël Metter dans sa datcha à 2 heures de Leningrad. Il parle de son livre « Le cinquième angle », écrit en 1967, des parties concernant Staline qu'il avait dû couper. Il a connu Babel, Bulgakov, Sologub, Zoshenko. Il est oppressé par le nouvel antisémitisme, par la question des nationalités. Elle est encore belle, la femme de Metter, qui a dansé jusqu'en 1964. C'était elle qui tapait les manuscrits à la machine avec un seul doigt. Et c'était elle qui rapportait le seul salaire de la maison. Israël Metter, après la guerre, assiste en témoin silencieux à l'expulsion d'Anna Akhmatova et de Mikhail Zoshenko de l'Union des écrivains. Dans les années 60, au procès de Joseph Brodsky, il prit parti pour le poète. Israël Metter, son livre « Le cinquième angle » est une terminologie du KGB. Aux détenus passés à tabac, les bourreaux disaient « Cherche le cinquième angle de la chambre ». Le cinquième angle, c'était le détenu. Ida Nappelbaum, artiste avant-garde et photographe. Elle est la fille de Mikhail Nappelbaum, le grand photographe de Meyerhold, Mayakovsky, Akhmatova, Esenin, Bloch, Gorky, Pasternak. Nina Berberova. Dans ce mois qui souligne, elle écrit « Le soir du lundi 21 novembre 1921 est resté gravé en moi. Nous arrivâmes chez Ida d'assez bonne heure. Nous rangeâmes à nouveau les tabourets, les cendriers, nous soufflâmes dans le peul. J'ai invité Anna Akhmatova, disait Ida. Là, assise par terre, j'avais récité « Et je porterai le seau de l'eau qui pèse, et le nettoyerai avec les balais répugnantes. » Akhmatova sourit. Rodasevitch avait de longs cheveux noirs. Le 24 août 1921, tôt le matin, Ida Nappelbaum se précipita dans la chambre de Nina Berberova. Elle était venue lui dire qu'au coin de la rue étaient placardées des affiches. Gumilyov avait été fusillé. Nina Berberova arrive à Berlin avec Rodasevitch le 30 juin 1922. Ida Nappelbaum perdra son mari pendant la terreur stalinienne. En août 1990, nous buvons, nous aussi, le thé dans la maison d'Ida. Elle a 90 ans. Grasseille et caresse continuellement un collier d'ambre. Ida Nappelbaum raconte. Gumilyov était en prison. Sa jeune épouse, Anna Akhmatova, est venue chez moi pour me demander de lui amener des paquets. Elle m'a dit « Vous pouvez, moi pas ». La tabatière du poète Gumilyov, seul objet qui soit resté. Ida a passé avec lui les dernières heures en prison. Dans les années 50, des hommes se présentent à sa porte. Nous t'avions oublié dans les années 30.
Elle s'est préservée et se demande si survivre est un cadeau ou un châtiment, tandis qu'elle raconte les années des avant-gardes, les jeunes étudiantes qui l'assistent pleurent. Pendant l'hiver 1989, nous filmons Semyon Aronovitch devant l'aurore à Leningrad. Semyon Aronovitch, pour avoir filmé le funérailles d'Anna Akhmatova, il a été dégradé au rang balayeur au sein des studios Lenfilm. Aux funérailles, il y avait aussi Andrei Sakharov et le jeune poète Iosif Brodsky. Un plat de sirnik, des couronnes fumantes, nous attendent à la maison de Valia Kozintseva, le 19 août. Une claire lumière pénètre par les fenêtres et illumine les objets de la maison de Kozintsev. Valia, sa seconde femme, garde ici les archives de la FEX. Si le monde tombe en morceaux, il restera cette lampe ronde, au-dessus de cette table ronde, avec les gens autour, avait dit un ami de Kozintsev, Averbach. Dans les années 50, le critique Lebedev, ivre, finit sous cette table. Kozintsev, le maître, le suit. Valia envoyait à sa mère en Sibérie du laine et du fil de couleur, avec des conserves et autres denrées alimentaires. Dans une grande chambre avec une seule lumière et 150 personnes, la mère avait cousu la nappe, une bande unique composée de multiples pièces colorées. Dans une cage, un perroquet émet des sons qui rappellent les machines à vent, qui avec l'orchestre accompagnaient SVD, les films de la FEX. Il a la forme d'un temple, le grand peul en faïence blanche et bleue dans la chambre à coucher. Sur le lit, les lunettes, de façon fétichiste, sont sur la page du dernier livre lu par Kozintsev. De temps en temps passe une petite servante. Elle apporte des gâteaux et disparaît en cuisine. Au mur du couloir, le portrait de Luba, la sœur aînée de Kozintsev, qui a épousé Ehrenburg. Valia Kozintseva. Regardez la photo sur la table de travail de Grigory Kozintsev. C'est Meyerhold. La photo de Meyerhold n'a jamais bougé de cette table depuis son arrestation. Valentina a épousé Kozintsev en 1945. Elle montre une photo qu'elle nous met sous le nez. C'est l'image de Boris Barnett, le boxeur, l'auteur, l'acteur de Kuleshov. Vous êtes bien assis sur vos sièges, accrochez-vous bien, dit Valentina. Barnett est mon premier mari. Valia regarde la photo avec nostalgie. Elle célèbre en une seule fois deux veuvages. Deborah Thomas, au piano, chante « Je suis la belle d'Espagne » qu'elle chantait à 5 ans. Elle a 90 ans. Je suis un fragment d'une grande vitre qui s'est brisée.
nous transcrivons une partie de son récit. Le voyage fut long. Il fallait faire encore 15 kilomètres sur le fleuve gelé. Je fais un pas et je tombe. Je marche et je pleure. Que faire? À la fin, nous arrivâmes à la maison des Colcossiennes. La maison des Colcossiennes n'était pas chauffée, et dehors il faisait moins 25 degrés. Tout le monde portait des bottes en feutre et de grosses fourrures. J'ai enlevé ma fourrure et avancé sur la scène en décolleté. La salle était à moitié vide, et j'avais à mon répertoire Rossignol de Glinka. Ce fut alors que j'ai décidé de ne plus jamais chanter. En 1917, rien à manger. Chalia Pinagé ne réussit pas à chanter. À Samara, on tue un coq, on le cuit. Avant de chanter, Chaliapi le dévore. Le samedi 25 août, nous sommes allés trouver Keifitz, qui se remettait d'une attaque d'angine, dans une clinique de la nomenclature à 200 mètres de la mer Baltique. Keifitz vit ici avec son épouse, jeune et maigre. L'appartement a 2 salles de bain. L'épouse demande sans arrêt si nous en avons besoin. Keifitz, devant la caméra, porte toujours des lunettes noires. Pendant les prises en professionnel, il dit « Coupez ». Après les prises, il retire ses lunettes noires. Il aime les chocolats aux cerises que nous avons apportés. Joseph Efimovitch Keifitz raconte comment il a défendu son art, sa caméra psychologique, accusée d'être une caméra bourgeoise. Tandis que d'autres célébraient la construction du socialisme, lui était accusé de s'occuper de l'histoire d'une dame et de son petit chien. Il parle de Staline, mais ne le nomme jamais. Fait juste un geste pour signifier les moustaches. Quelques-uns maintenant disent « En 1939, vous avez accepté de modifier votre film. Pourquoi avez-vous cédé ?» Sincèrement, nous n'étions pas tous prêts à risquer notre vie, notre liberté, pour sauver quelques séquences. Désormais, cela est facile. À l'époque, si vous disiez non, la première fois, le censeur coupait comme il voulait. La deuxième fois, il pouvait vous arriver de trouver en bas de chez vous des amis et leur courbeau noir, la voiture, qui disait « Pardon, camarade, on pourrait parler un peu avec toi. » Et adieu.